Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Politique toujours, Emerson Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe, est en visite au Congo-Kinshasa. Le nouveau président du Zimbabwe doit s'entretenir avec son homologue Joseph Kabila. C'est le 4e chef d'État à rencontrer le président congolais en l'espace de 2 semaines. Après Ali Bongo, Denis Sassou Nguesso et Joao Lourenço. Et puis il y a cette déclaration inattendue du Botswana. Sans ambiguïté, le pays demande dans un communiqué le départ de Joseph Kabila. Ce qui nous amène à notre question de la semaine. Qui soutient le régime de Joseph Kabila? Pour quel intérêt? On attend vos réactions sur notre page Facebook. Et ce nouveau regain de violence en RDC au Kasaï, 14 assaillants présumés et un militaire ont été tués lundi lors d'affrontements entre une milice et les forces de sécurité. Selon une source militaire locale, l'attaque est l'œuvre des miliciens Kamina Nsapu qui, je cite, essaient de se réorganiser. La chasse aux sorcières, cette expression bien connue, est une réalité à prendre au premier degré dans de nombreux pays africains. Des femmes sont emprisonnées pour des actes de sorcellerie. La loi centrafricaine les considère comme des criminels. Anaïs Renevier. Dans cette prison pour femmes du quartier de Bimbo, 42 détenues. Parmi elles, la moitié accusée de pratique de sorcellerie. Un crime puni par la loi en Centrafrique. Les histoires de ces prisonnières se ressemblent. Après le décès ou la maladie d'un proche, elles ont été accusées par leur famille d'avoir jeté un sort. Je ne reconnais pas l'acte d'accusation. Le mari de ma sœur est décédé, il a été mal soigné. Ma sœur m'a accusée, on m'a emmenée ici. À l'origine des dénonciations, jalousie ou règlement de compte, et bien souvent l'accusation publique vaut pour condamnation dans un pays où les croyances en ces pratiques sont très ancrées. En Afrique, il y a une catégorie de personnes qui est toujours accusée de sorcellerie, à savoir les personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les vieillards. Quand le problème se preuve, c'est toujours mystique. Vous voyez un peu. Une fois sorties de prison, ces femmes auront du mal à réintégrer leur communauté et seront parfois même victimes de lynchage. C'est une maladie liée à l'eau contaminée. La typhoïde touche en premier lieu les plus fragiles, les enfants. Le Malawi expérimente un nouveau traitement pour les tout petits, la vaccination à la place des antibiotiques. Le récit de Darikaline Lopi. Golden verse de grosses larmes, mais cette piqûre pourrait bien épargner à l'enfant de 4 ans une fièvre typhoïde. Avec toute sa famille, le petit garçon vit à Blantyre, dans le sud du Malawi, une zone fortement exposée à la maladie. Alors, ce tout nouveau vaccin est vu comme une chance par son père. Beaucoup de parents sont sceptiques au sujet du vaccin, mais je sais que ça va être utile. Nous devons juste protéger nos enfants et nos bébés. La fièvre typhoïde emporte de nombreuses vies. Au moins 100 cas de fièvre typhoïde ont été enregistrés dans le canton, un chiffre qui pourrait augmenter. Les autorités ont donc décidé d'agir. Objectif, vacciner près de 24 000 enfants dans le canton Bundirand. La fièvre typhoïde se déclare suite à l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par des sels. Sur place, ces équipes chargées de collecter les données ont identifié une nouvelle souche de la fièvre venue du sous-continent indien. Non traitée, la maladie peut être fatale. L'arrivée de ce vaccin est très importante à Ndirand parce que nous avons une énorme population d'environ 140 000 habitants. Et grâce à l'étude menée par nos collègues, nous avons constaté que Ndirand a beaucoup de cas de typhus, donc l'arrivée de ce vaccin aidera à réduire le nombre de cas que nous recensons. La nouvelle souche identifiée par le corps médical est multirésistante. En clair, sa transmission et sa propagation sont plus rapides. Pour contenir la progression de la fièvre typhoïde, des campagnes de sensibilisation vont être menées partout au Malawi. C'est un procès de grande ampleur qui s'est ouvert au Burkina. Les responsables présumés du coup d'État raté de 2015 sont devant la justice. Ils sont pour la plupart militaires. Ils ont tenté de prendre le pouvoir après la chute de Blaise Compaoré. Un procès donc très attendu et à l'accès fermement verrouillé. Le récit de Théa Bazdarevich. Ils se sont rassemblés à l'extérieur du tribunal. Tous ont participé à la résistance lors du coup d'État manqué il y a 3 ans. Certains ont été blessés. Aujourd'hui, ils réclament justice. Nous sommes tout à fait contents, les familles de victimes, c'est que désormais, le Burkina Faso est en train de prendre une autre tournure de son histoire et que nous pensons que la démocratie va s'installer dans notre pays. Nous avons besoin de la paix, mais on ne peut pas faire la paix dans notre pays sans la
justice. Le procès, qualifié d'historique par de nombreux Burkinabés, se déroule sous haute sécurité. Aucun appareil ni téléphone n'est autorisé dans la salle d'audience. Ils sont 84 sur le banc des accusés, mais 2 noms retiennent l'attention. Ceux de Gilbert Diendéré à la tête du putsch manqué et Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie burkinabé. Tous 2 étaient des proches du régime déchu de Blaise Compaoré. Ouagadougou, septembre 2015, des militaires de la garde présidentielle tentent de renverser le gouvernement de transition. Le général Diendéré prend alors le pouvoir. Sous la pression de la rue, il renonce quelques heures plus tard. Mais les violences provoquées par le coup d'État manqué ont laissé des traces, 14 morts et 251 blessés selon les chiffres officiels. D'après Gilbert Diendéré, des sous-officiers étaient à la manœuvre. Lui n'était au courant de rien. Lors de ce procès censé durer plusieurs mois, il promet de dire la vérité. Et dès l'ouverture du procès, difficile pour les journalistes de faire leur travail. L'accès à la salle d'audience a été fortement limité à bord du tribunal militaire. La correspondance de Fanny Noiro-Cabré. C'était un procès qui se voulait public, accessible à tous, c'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été délocalisé, mais dans les faits ce fut tout autre chose, un périmètre de sécurité élargi pour empêcher tout risque de débordement ou de manifestation, qu'il n'y a d'ailleurs pas eu, et pour ceux qui ont pu rentrer dans la salle, public comme journaliste, eh bien cela se faisait sans téléphone, sans ordinateur, sans caméra, sans appareil photo, difficile de travailler, ce qui a créé quelques tensions et suspicions, si bien qu'à un moment donné, les caméramans ont pu rentrer pour filmer pendant 1 minute seulement. À l'intérieur, c'était une toute autre ambiance, beaucoup plus conviviale, des militaires tout sourire qui ont d'ailleurs ovationné l'arrivée du général Gilbert Diendéré, appuyé par les applaudissements de quelques sympathisants présents dans la salle. Des réactions ensuite condamnées par le président du tribunal dès l'ouverture de la séance. À la sortie, les visages étaient plutôt fermés, même si beaucoup s'attendaient à un report de ce procès. Reste maintenant à savoir quand est-ce qu'il pourra reprendre. Voilà 2 semaines que Jacob Zuma a quitté le pouvoir en Afrique du Sud. Son successeur, Cyril Ramaphosa, fait le ménage dans le gouvernement. Un remaniement pas forcément synonyme de renouveau. Retour d'anciens ministres de l'ère Zuma, comme le très respecté Lanla Néné aux finances. Et la grande surprise, l'arrivée au portefeuille de la planification de Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-épouse du président déchu. Quel bilan du président Buhari dans sa lutte contre Boko Haram? 3 ans après son élection, le président nigérian est loin d'avoir anéanti le groupe terroriste. Une promesse qu'il avait faite en mai 2015. Le gouvernement attribue une nouvelle fois à Boko Haram l'enlèvement de 110 jeunes filles à Dapchi. Les explications de Darin-Kaline Lopi. Les visages sont graves. Autour de la table, des ministres et des hauts gradés rassemblés pour une réunion de crise au Nigeria. Muhammadu Buhari, visiblement diminué, s'érige en chef de guerre. Une guerre qui s'éternise contre le groupe djihadiste Boko Haram. Permettez-moi d'être clair. Cette administration est résolue à veiller à ce que les personnes enlevées par les insurgés soient secourues ou libérées en toute sécurité. Tout particulièrement en ce qui concerne le groupe de filles enlevées le 19 février dans le collège de Dapchi. Et j'ai ordonné à toutes les forces de l'ordre de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de nos écoles. Il aura fallu 1 semaine pour que le président du Nigeria admette l'enlèvement de 110 filles par des membres présumés de Boko Haram. Un véritable coup dur pour l'ex-général. Cet enlèvement de masse en rappelle un autre. En 2014, 276 lycéennes de Chibok avaient été enlevées par le groupe terroriste. 1 an plus tard, élu président du Nigeria, Muhammadu Buhari promet, sûr de lui, qu'il changera la donne. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur. Et pour ramener la paix, nous ferons tout pour vaincre le terrorisme. Alors, est-ce un échec pour le président Buhari? L'armée déployée dans le pays est sur tous les fronts. Pourtant, les attentats suicides et les kidnappings rythment la vie d'une partie de la population. Suite au combat, près de 2 millions de civils ont été déplacés et seule une centaine des lycéennes de Chibok ont retrouvé la liberté en échange de fortes rançons et de libération de prisonniers. Selon certains observateurs, cela a attisé la convoitise d'autres groupes armés. Plus que jamais, le Nigeria fait face à un défi sécuritaire.
bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka